Bonsoir, bonjour, je ne sais pas où vous vous trouvez. Vous êtes en Afrique, en Europe, au Canada, je ne sais pas, mais soyez les bienvenus sur la plateforme de Jude Le Semeur. Vous êtes avec votre ami coach et formateur de l'Académie History, Makers Academy. Et aujourd'hui, je reçois mon vieil ami Jean-Marc Bini, un entrepreneur, un visionnaire. Et j'aimerais partager avec vous, on va discuter, ça va être une franche discussion sur son retour en tant qu'immigrant. Il a décidé de faire un retour au pays pour apporter toute son expérience et on va essayer de le suivre dans ce voyage, dans cette aventure qui s'est soldée par la mise au point d'un centre, la création d'un centre centre écologique touristique. Alors, bonsoir mon ami Jean-Marc, comment ça va? Ami, oui. Ça fait un bon bout qu'on oui. ne s'est pas vu. Oui, bienvenue dans ton Obercaille, le Canada. Donc tu es entre les deux, l'Afrique et l'Amérique du Nord. Donc, en tout cas, ça fait du bien de revenir, de voir les amis. Voilà. Et le froid ne te gêne pas trop? Non, c'est comme si on était en air climatisé là. Parfait. Alors, je vais aller tout droit au but. Il y a 4 ans, tu as décidé de partir. Oui. Au pays, de retourner en Côte d'Ivoire plus précisément. Oui. Qu'est-ce qui a amené cette décision? Eh bien, vous savez, la réponse peut être très multiple. Okay. Il a fallu un déclic. Okay. Un déclic. Ici, j'ai vu un peu comment les Canadiens vivaient. Ils marchent beaucoup dans la nature. Des fois, on vous amène à aller cueillir des citrouilles comme activité du week-end. Et vous faites des heures, vous prenez des photos juste pour 30 minutes après 3 heures de route. Ça, c'est un. Et puis, avec ma femme, on a fait le Chili. On a voyagé pendant 40 jours. Et tout ça a fini par me dire, mais, si c'est ce qu'ils veulent vraiment, mais j'ai mieux chez moi. Alors, Jean-Marc, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, des jeunes Africains qui ont vécu en Occident, qui ont vécu en Amérique du Nord, aimeraient bien faire ce voyage-là, cette aventure-là, retourner à la source. Mais beaucoup se disent, il faut que tout soit rempli comme condition, il faut qu'il y ait moins de problèmes pour pouvoir entrer. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Qu'est-ce que tu dirais? Quel est ton point de vue? Moi, je dirais que s'ils attendent que tous les problèmes soient résolus, ils ne vont jamais venir. Ils vont jamais venir. Et ils sont arrivés en Amérique du Nord ou en Occident, et l'Occident leur a montré comment eux, ils vivent. Mais en plus, tu viens avec un bagage. Mais au début, peut-être, tu ne le sais pas. Tu penses que tu as juste des diplômes, et puis bon... Mais après, tu te rends compte que tu as du savoir. Et des fois, tu viens avec du savoir même africain. Ce que tes parents t'ont appris, ce que tes ancêtres t'ont appris et tout. Donc, à partir de là, le mélange des deux te permet de retourner et avec beaucoup de résilience, apporter cette information. C'est comme si tu apportes une forme de bonne nouvelle pour dire, écoutez les gars, je suis parti, j'ai vu, j'ai compris. Finalement, voilà ce qu'on va faire. Moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux Africains. Je dis, tout ce qu'on pensait être notre pauvreté, aujourd'hui, c'est devenu notre richesse. De par notre pauvreté dans les villages les plus reculés, dans les hameaux les plus reculés, et les gens sont restés nature. C'est des écologistes qui ne savent même pas qu'ils sont écologistes. Absolument. Ils mangent dans des feuilles, ils boivent du vin de palme, ils boivent dans des calebasses et tout. Mais c'est une culture, c'est zéro déchet. Alors qu'aujourd'hui, l'Occident cherche des techniques pour faire du zéro déchet. On produit tellement de déchets qu'on est envahi par le déchet. Donc nous, on peut recoloniser le monde avec notre façon de vivre. Waouh, quelle belle expérience. En fait, tu te rappelles, on a été beaucoup impliqués dans la culture ici à Québec. On a beaucoup influencé. On était dans des festivals, tu étais dans des expos, etc. Est-ce que tu dirais que cette expérience que tu as eue lors de tous ces événements a été comme un des éléments un des éléments qui a comme catalysé, qui a entraîné le fait que tu prennes ta décision de dire... Absolument. Parce qu'en fait, si tu veux comprendre, ici, tout est codifié. Tu veux faire de la peinture, va à l'école de peinture.
Tu veux chanter, va à l'école pour chanter. Tu veux faire de l'expo, voilà ce qu'il faut faire. Chaque métier n'est pas un saut métier. Donc quand tu as fini de comprendre tout ça, tu as une expérience. Et puis tu le ramènes en Afrique, tu l'appliques et tu l'adaptes. Tu ne sais pas faire du copier-coller. Et très souvent, les gens veulent faire du copier-coller. Okay. Ils arrivent, font du copier-coller, puis ils veulent que le résultat tombe. Ça ne peut pas marcher. Là. Tu l'adaptes et donc tu innoves. Donc nous autres qui sommes de la diaspora, quand on retourne chez nous, on doit être innovateur. Et non faire du copier-coller. Dès que tu es innovateur, là, ça va tout seul. C'est intéressant pour ceux. Un champ que personne n'a fait. Ouais. Et du coup, ça apporte de la satisfaction aux Africains qui sont en Afrique. Et ça apporte de la satisfaction aussi aux Européens qui viennent nous rendre visite ou aux Nord-Américains parce qu'on trouve que waouh, c'est super. Et puis c'est organisé, c'est comme ci, c'est comme ça. Et en même temps, pour l'Africain, waouh, on valorise nos cultures. Voilà, tu arrives, si tu fais la jonction des deux, eh bien, tu es tranquille. Waouh. Bah alors, parlons maintenant du domaine, du fameux domaine Bini. Bini, c'est ton nom de famille. Ouais. Pourquoi tu as décidé de donner ce nom à cette place-là, ce nom, domaine Bini? Pourquoi? Parce que j'ai donné ce nom, domaine Bini. J'aurais pu donner un nom technique qui permettait de reconnaître le travail que je fais, éco quelque chose, ou bien un nom assez qui a trait à l'écologie et à la verdure et tout. Mais je me suis rendu compte qu'en commençant à placer et à organiser mon concept, j'ai vu que mon père l'avait déjà fait sans s'en rendre compte. Je suis sur une terre familiale. Ok. Je suis sur une terre familiale et puis les petits problèmes de famille ont fait qu'on a traîné, puis j'étais comme le garant de cette terre-là. Donc du coup, pendant 30 ans, cette terre est restée presque en l'état. Les plantations sont devenues de la brousse et la forêt même qui était là est restée forêt. Donc aujourd'hui, on est le seul refuge même pour les animaux. Et puis je me suis rendu compte que tout était déjà paramétré. On a une forêt, on a un peu de cacao, on a un peu d'EVA, on a un peu de poivrier, on a un peu de cocotier et on a des animaux. C'est comme un jardin dedans. Enfin, il y avait tout un je ensemble. ne dirais pas ça comme ça, mais et du coup, et même à la sortie de l'autoroute, on a un pont souterrain que les ingénieurs avaient fait pour mon père. Parce que ils squattaient l'autoroute quand c'était en construction, ils ne voulaient pas faire le grand détour. Et puis finalement, ils invitaient les ingénieurs à venir pique-niquer. Et puis un jour, ils se sont dit, Monsieur Bini, quand l'autoroute va finir, tu ne pourras pas traverser. Donc on va te faire un petit quelque chose en souterrain, là. Tu fais et tu rentres chez toi. Donc j'ai trouvé que les astres étaient alignés. C'est-à-dire pour rentrer au domaine Bini, tu as déjà la route. 1 kilomètre, tu arrives tranquillement. Et puis tu repasses par un village pour ressortir. Donc les risques sont... Donc les gens peuvent quitter facilement Abidjan et s'y rendre 45 minutes. Ils ont une entrée officielle et puis ils ont une sortie officielle sans chercher à couper l'autoroute. Donc je dis, ben là, je ne vais pas donner un autre nom. Je ne vais pas faire comme Marcel Pagnol aussi qui a écrit le livre La gloire de mon père. Mais c'est un peu ça. Domaine Bini, c'est comme si j'ai dit, bon, ça c'est la gloire de mon père. Mais on va dire domaine Bini. Aujourd'hui, les gens ont tendance à dire domaine de Bini. Parce qu'ils essaient de m'attribuer maintenant le domaine. Moi, je dis domaine Bini, mais quand ils arrivent, qu'ils sont satisfaits, on dit on va au domaine de Bini, c'est-à-dire au domaine de M. Bini. Donc, j'ai mis le nom Bini mais pour faire honneur à mon père. Donc, si je peux m'imaginer, tu t'es réveillé, on voit ici un sac domaine Bini. Ouais. Tu t'es levé du jour au lendemain du Canada, tu as décidé de prendre ton sac à dos et puis, bam, tu rentres dans la forêt. Comment c'est les premiers jours, c'était passé comment? Tu es arrivé, tu viens de dire qu'effectivement, le terrain était laissé en jachère, donc ça crée comme un domaine assez naturel, mais tu arrives là, le domaine Bini ne commence pas du jour au lendemain. Qu'est-ce que tu as dû changer? Déjà, c'est une philosophie que tu apportes. Donc imagine, tous tes voisins sont en train de planter, et puis toi tu arrives, tu dis non, je ne vais pas planter, je ne vais rien couper, je vais protéger la nature, et puis je vais permettre à tout le monde de venir visiter. Mais personne ne comprend ça. Venir visiter quoi? Tu as la brousse. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la brousse? Ça, c'est la réflexion de l'Africain. Je dis non. J'ai la nature. Et les gens veulent la nature. Mais ça ne marchera pas ton affaire. Ce n'est pas une zone touristique. J'ai dit bon, ok. Et donc, j'ai vécu en ermite ou en semi-ermite avec mon neveu pendant 1 an et demi à mettre en place le concept. Donc tous les jours, tu te réveilles, tu as une révélation, une vision. J'avais que pour
ma télé, c'était plutôt mon feu de camp qui servait de télé, donc je regarde le feu de camp toute la soirée. J'avais mon petit iPad pour faire coucou à ma famille au Canada de temps en temps. Ah, tu pouvais être en contact même. Voilà. Mais c'est juste 5-10 minutes et puis c'est fini. Tu as la nature tu es carrément submergé par la nature. Et j'ai commencé à participer à un premier salon du tourisme où je n'ai pas voulu m'installer dans le salon même, c'est-à-dire dans les salles climatisées. J'ai préféré être sous un arbre avec ma tente et puis mes cacao et tout. Et puis j'ai installé une petite ligne tyrolienne pour dire, ben voilà, moi, je suis dans la nature. Et ça a attiré tout le monde. Dit, waouh, ça c'est de l'écologie. Et du jour au lendemain, le bouche à oreille, Facebook, ils ont commencé à venir tout doucement. Et au fur et à mesure, moi aussi, je construisais tout doucement, tout doucement. Et à un moment donné, pouf, c'est parti comme une fusée. Ok. Voilà. Bon, mais admettons que quelqu'un vient du Canada et veut venir visiter le domaine Bini. À quoi doit-il s'attendre comme activité? Rapidement, succinctement, qu'est-ce que... Mais au domaine Bini aujourd'hui, c'est la nature, mais c'est les us et coutumes. Nous, dans notre concept, on estime que les us et coutumes regorgent plusieurs solutions et ont des explications cartésiennes en ce qui concerne l'écologie. Donc, si les gens nous traitent de faire de l'écologie, mais moi j'ai dit, on vit selon notre culture, selon nos us et coutumes. Mais il y a des similitudes entre les deux. Ok. Voilà. Donc, quand vous arrivez chez nous, on vous accueille à la traditionnelle avec du vangui, du vin de palme, de la noix de coco. On te demande des nouvelles. Et ensuite, la journée se passe en 3 étapes. Vous avez la première étape appelée contempler la nature. Okay. Vous avez un guide professionnel qui vous emmène pour visiter cacao, EVA, poivrier, tout ce qui touche sur son passage. Enfin, les gens vont voir, oui, on boit du chocolat, mais on ne sait pas d'où ça vient. Oui. Les gens vont pouvoir vraiment toucher de la connaître l'historique, même l'histoire. Voilà, depuis les Aztèques jusqu'à maintenant. Okay. Ensuite, au retour, on vous désattend avec du jus naturel. Donc tu vois, depuis tout ce que je dis, il n'y a pas de boisson bouchée, il n'y a pas de soda. Tout est naturel, tout est fabriqué sur place. Sur place. Et après, on passe au festin des 10 doigts, qui est la deuxième partie de notre activité. Donc, comme j'aime dire à mes visiteurs, à mes compagnons, on les appelle les compagnons, au domaine Bini, on ne mange pas parce qu'on a faim, on mange parce que c'est une activité. Donc, c'est tout un festin. Les gens mangent avec les doigts, avec pas de fourchette, rien de... On mange dans des feuilles ou dans des taliers, c'est-à-dire des sortes de terre cuite. Et puis, on mange dans des feuilles, on mange avec les doigts. Et puis, on boit... de l'eau, des jus nature. Des jus qui sont faits là-bas. Et puis on vous donne un peu de koutoukou, la boisson forte pour digérer. Vous prenez du quinqueliba, la citronnelle ou du café ivoirien, moulu. Voilà. Et la troisième partie, c'est ludique. Après le repas, il y a un peu d'ambiance traditionnelle, vous dansez un peu, tam-tam. Et puis après, chacun fait ce qu'il veut. Tu veux faire du bain d'argile, mais il y a nos Miss Argile qui vous attendent et puis ils vont vous faire un petit massage dans le bain d'argile. Après, vous allez vous baigner. Waouh, les gars, écoutez, il faut réserver tout de suite là pour aller checker sur Internet, sur Facebook. Vous allez voir ce que c'est que le domaine Bini. C'est vraiment une création. Vous pouvez faire de la tyrolienne si vous voulez me faire monter l'adrénaline. Et puis... Ensuite, vous avez Awalé, Ludo, pétanque, ou ne rien faire. Ok. Comment réagissent les gens qui étaient autour de toi, qui t'ont vu venir de l'Europe, enfin du Canada, excusez-moi, et qui vous voient dans la forêt, dans la brousse, loin de la civilisation entre griffes. Oui. Et comment les gens qui sont dans cette dite civilisation et les gens du village, comment ils te voyaient dans toute cette... Mais les deux, que ce soit la civilisation ou bien les gens du village trouvaient que je n'étais pas normal. Comment je peux laisser le Canada et puis venir faire à peine 2 semaines à venir, puis je décide de dormir en brousse. Il y a un problème. Je dis non. Est-ce que dormir en brousse, ça veut dire vous arrivez là, il y avait le lit, tout était prêt? Non, il n'y avait rien du tout. Quand j'ai commencé, j'avais juste ma tente, j'avais même pas de matelas. Donc j'avais mon feu de camp, puis je mettais ma natte dans la tente et je dormais. J'avais mon sabre pour influencer un peu, mon talkie-walkie pour parler avec je ne sais qui. C'était stratégique, là, j'ai un talkie-walkie tout le temps là, j'ai mon sabre et puis bon, on dit peut-être qu'il est suffisamment équipé. Et puis bon, ben voilà, et j'avais mon feu de camp. Et c'est comme ça qu'on a fait tout doucement. Et puis progressivement, on a commencé à construire des cabanes, et puis les visiteurs venaient. Et puis au fur et à mesure qu'il y avait un flot financier qui rentrait,
on passait à autre chose. Aujourd'hui, on est capable de recevoir 30 personnes en mode nocturne. Et puis voilà quoi. Et on peut recevoir jusqu'à 300, 400 personnes. On est capable de Wow. 300 à 400 C'est personnes spécial ça. en plein jour. Voilà un peu comment ça se passe. Alors, mais c'est vraiment intéressant tout ce que tu as pu réaliser dans ce laps de temps. Et les gens disent souvent, voilà, je l'avais posé comme question aussi, le gouvernement, comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce que souvent les gens disent que peut-être le gouvernement peut être un élément qui peut propulser aussi, ça peut être un élément qui peut bloquer parce qu'ils se disent, mais cette personne vient changer les us et les coutumes. Est-ce que tu as senti un peu cet aspect de la chose où tu as pu faire tes affaires tranquillement? Bon, on ne m'a pas du tout dérangé. Ouais. On essayait de comprendre ce que je faisais. En fait, pour tout le monde, on essayait de comprendre. Et à un moment donné, tout le monde a compris que il y a quelque chose que je fais que tout le monde n'a pas compris. Je ne sais pas comment, c'est un jeu de mots, mais ça bougeait. On voyait la plupart des Occidentaux qui venaient. Et puis après, ces Occidentaux ont commencé à faire venir leurs employés. Et puis après, ça a commencé à remonter un peu plus haut, les ambassades et tout. Et bon, il y a une partie du gouvernement au niveau du Côte d'Ivoire Tourisme qui me laissait les espaces vu la façon dont je m'impliquais. Donc on me donnait des espaces et je m'installais pour les salons du tourisme. Mais aujourd'hui, au stade où on est arrivé, ça a permis au gouvernement de comprendre vraiment, de toucher du doigt ce que c'est que le tourisme écologique. Voilà. On est passé de la théorie à la pratique parce que le domaine Bini est un exemple vivant. Et depuis 4 ans qu'il n'arrête pas de monter. Et les blogueurs, les télévisions, BBC, télévision marocaine, télévision ivoirienne, journalistes, tout le monde. Donc à un moment donné, tu le dis partout, tu le dis dans les coins les plus reculés, les plus huppés et tout. Comme on dit souvent, à bon vin, point d'enseigne. Alors ma question, toi puis moi, on se souvient très bien de quand on a commencé à aller en affaires. Tu étais en affaires ici à Québec, dans le domaine de l'art, dans le domaine des artisans, etc. Et on sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et qu'on s'est toujours battu pour avoir des financements, etc. Je ne sais pas comment ça s'est passé en Afrique. As-tu dû avoir besoin de financement des banques? Comment ça se passe là-bas? Est-ce que les banques, parce que tu arrives de l'Amérique du Nord, toutes les banques ont les bras ouverts. Oh non, tu as un beau projet, viens, on investit, on te soutient. Comment ça se passait? Non, c'est pas comme... Non, nous, on a... D'après mon neveu, je suis parti avec pratiquement 0 francs. Je commence à le croire, hein, parce que j'essaie de voir où j'avais les financements. Non, j'ai payé mon billet d'avion pour partir, donc j'avais plus grand-chose. En plus, j'ai participé au salon du tourisme. Et fini, là, les sous sont finis. Bon, il y avait un peu d'entrée d'EVA, mais avec le cours, c'était comme... tu pouvais gagner peut-être $500 ou $400 brut dans le mois, le temps d'enlever. Donc ça, tu ne pouvais rien faire avec. Non, je l'ai fait vraiment avec mes bras et je réinvestissais. Comme mon niveau de vie en nature, il est simple. Tu bois ton vin de palme, il est fait sur place. Ta nourriture, tu sors ton manioc, ta tubercule dans la terre. Et ton feu, c'est le bois. Je veux dire, c'est minimaliste. Et puis tu manges bien. Et puis de temps en temps... Tu as pu faire ça. Tu as vraiment payé le prix pour en arriver là. Voilà, c'est ça. Alors, le matin, c'est les papayes, coco. Et puis le soir, tu mangeais vraiment bio là. C'était le vrai bio. J'ai même perdu à peu près 15 kilos là-bas. Waouh. Alors, on est quasiment arrivé à la fin de cette... je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas su que tu voudrais... Oui, ce que je veux dire, c'est que le concept s'est bonifié. Et là, on a commencé à s'étendre. Et le concept, c'est un écosystème, un village, une activité écotouristique. Donc, par notre action, aujourd'hui, on fait nourrir plus d'une trentaine d'employés. Sans compter les satellitaires, ceux qui produisent du porc, du poulet et tout et tout. Et maintenant qu'en incubation, on a créé le produit, on a labellisé. Et là, on a créé le domaine Bini Lagune. Donc, c'est un deuxième site. Et là, tout le concept est lagunaire. Donc on se balade en pirogue, on mange des plats lagunaires et puis toutes nos activités sont aquatiques. Et c'est les villageois qui travaillent, donc eux aussi ils commencent à gagner. Donc on travaille vraiment avec les villageois. Et là on est en train de faire la balade hippopotame en toute sécurité. Et alors nous, notre objectif c'est vraiment un écosystème, un village, une activité écotouristique. À partir de là, c'est pourvoyeur d'emploi
et c'est les villageois. Tu ne peux pas travailler sans les villageois. Quand tu travailles avec les villageois, le braconnier devient ton guide en animal et le faiseur de charbon devient ton guide en connaissance de bois. Parce que les deux, ce sont des experts. Le braconnier, c'est lui qui sait où trouver les animaux. Mais s'il gagne, à la place des fusils, c'est des appareils photo. Et puis après, il est valorisé parce qu'il s'y connaît en termes d'animaux. Je ne vois pas pourquoi il va commencer à tuer les animaux parce que déjà, il le faisait pour sa survie, pour faire vivre sa famille. Wow. Le charbonnier aussi le faisait parce qu'il veut faire vivre sa famille. Mais si juste en parlant et en montrant du doigt des espèces, il gagne en l'espace d'une semaine ce qu'il aurait dû gagner en 2 mois en faisant cache-cache avec les soldats des eaux et forêts, mais je ne vois pas pourquoi les villageois ne vont pas... Voilà. Mais là, donc tu voilà viens, ce que j'essaie de... Tu viens de m'éclairer encore sur un point qui en dit souvent que quand on a une solution, quand on apporte une solution sous une forme quelconque à un problème donné, on crée de la richesse. Et la richesse, en fait, on l'a sous la terre, sous nos pieds en Afrique, mais beaucoup de gens ne le savent pas. C'est ça. Ne sont pas conscients. Et c'est parce que tu as pu simplement avoir une vision et que cette vision, tu l'as transformée, tu l'as convertie en quelque chose de touchable, de palpable, qui a fait que tu as créé cet écocentre. C'est vrai que quand on parle de cette vision, moi, je suis obligé d'attribuer ça à Dieu, parce que des fois, je suis un peu paniqué de voir que c'est vrai, tout ça vient de moi. Mais en passant, en parlant de vision, quand on parle de vision, c'est quelqu'un qui, un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit 50 ans, 100 ans. On a parlé de Walt Disney. C'est comme ça qu'il a commencé, dans un terrain marécageux où tout le monde disait que non, mais ce gars-là était fou comme toi, à un moment donné. Mais lui, il a vu quelque chose. Comment vois-tu le domaine Bini dans 50 ans, dans 100 ans? Waouh! Mon frère est allé loin. Mais c'est ça la vision. Non, moi, ce que je tu dois être en mesure de pouvoir te transporter dans 50 ans pour dire, dans 50 ans, je vois ça qui est en train de passer, ou je me vois. Tu dois être en mesure de te téléporter. Oui, moi ce que je vois aujourd'hui, c'est que on va faire quelques sites, plusieurs sites, mais quelques sites du domaine Bini, tu ne peux pas couvrir toute la Côte d'Ivoire. Mais on a commencé à franchiser, je sais qu'on pourra arriver au Togo, on pourra arriver au Cameroun. Et le gouvernement aussi a pris conscience de la chose et ils en ont fait leur objectif principal. Donc la Côte d'Ivoire doit devenir une destination première en matière d'écotourisme. Et aujourd'hui, des gens sont fiers de voir qu'on peut boire dans des calebasses. J'ai des visiteurs ivoiriens qui viennent et puis qui achètent des taniers, des calebasses, des pots de terre pour au lieu d'utiliser du plastique qui pollue. Et ils savent que s'ils ont un invité de marque, ils vont sortir de bon bangui là, et puis imagine, il est dans son salon de marbre là, et puis tu déposes ta bouteille de bangui, et puis les calebasses, c'est waouh, ou bien tu bois ton thé ou ton café dans une noix de coco. En passant, le bangui, c'est du vin de palme, un vin naturel fabriqué à partir du palmier. Du palmier, la sève du palmier. Ouais, donc voilà. Donc, c'est ça cette vision. Moi, je voudrais que dans 50 ans, la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique de l'Ouest puissent atteindre des objectifs un peu comme l'Afrique australe et autres, le Kenya, la Tanzanie. J'estime que la Côte d'Ivoire, c'est un peu le Costa Rica, c'est un peu le Togo, c'est un peu tout ça. En plus, le Costa Rica est le premier pays en matière de tourisme écologique et ils n'ont pas les Big Five. Ils n'ont pas d'éléphants, ils n'ont pas d'hippopotames, ils n'ont rien. Ensuite, la Côte d'Ivoire ou même le Togo et les autres pays, ils ont tellement d'animaux, ils ont tellement de végétation. Et pour terminer, je vais dire, ce que tu manges dans un restaurant asiatique, que ce soit à Paris, à New York, à Tokyo, à n'importe où, quand tu manges dans ce restaurant, tu manges avec quoi? Tu manges avec les ustensiles qui sont purement... Voilà. Et à la fin, ils te donnent du saké. Ils ne vont jamais te donner autre chose. Et si on avait conquis le monde, ça allait être du bangui, du bissap, du koutoukou, du tamarin et toutes ces choses-là. Donc, mais comme c'est le contraire, c'est de la bière, du whisky. Non, c'est le temps de le dire. Donc, maintenant, il faut reverser. Il faut reconquérir le monde. Avec, donc, je suis très content de vous avoir eu aujourd'hui. Jean-Marc, c'était un plaisir. Moi aussi. De t'avoir reçu sur ma plateforme. Pour tes encouragements à tous les gens de la diaspora. Et moi, donc, je suis à ta disposition. Vous voyez, les amis de la diaspora, il y a quelqu'un qui a osé.
et qui ne risque rien n'a jamais rien. Et c'est les gens qui risquent, les gens qui innovent, qui changent le monde. Donc, si vous avez des idées et que vous voulez aller en Afrique, certes, il faut se préparer. Il faut préparer le retour, mais il faut avoir le goût du risque. Voilà. Parce que si on calcule trop, on ne fait rien. C'est comme les 1000 pattes qui veulent marcher, qui veulent savoir comment toutes ces pattes bougent. Ils risquent de passer toute la journée là-bas. Alors, ne passons pas toute notre journée à compter nos mouvements, mais il faut agir. Je vous aime, c'est votre ami Jules Le Sommer. Si vous avez aimé, allez voir au Domaine Bini. C'est ça, allez voir sa page Domaine Bini, likez, commentez, puis on vous attend très bientôt. Ciao, bye bye.